existe des instants dans l'histoire où la réalité dépasse tellement l'imagination qu'elle semble toucher au mythe. Le jour où la France dévoila un mastodonte d'acier long de plus de 10 mètres, capable de franchir des fossés aussi larges que des gouffres et assez imposant pour faire vibrer un sol entier sous son passage, fait partie de ces moments-là. On le nomma char de C, et ceux qui l'apercevaient pour la première fois croyaient voir une créature mécanique trop grande, trop lourde, trop ambitieuse pour appartenir au monde réel. Pourtant, ce monstre existait bel et bien, fruit d'années de réflexion, d'espoir et de rivalité au sein de l'armée française. Tout commença lorsque les premiers blindés britanniques entrèrent en scène durant la bataille de la Somme. Les marques premières, malgré leur lenteur et leurs pannes incessantes, bouleversèrent totalement la manière d'envisager la guerre moderne. Les soldats français, témoins de ces silhouettes anguleuses traversant la terre dévastée, comprirent immédiatement qu'un nouvel âge venait de naître. Très vite, les questions fusèrent dans la presse, dans les cafés, dans les régiments. Où était donc la réponse française? Pourquoi l'armée n'avait-elle rien d'équivalent? Cette pression populaire retomba directement sur les épaules du sous-secrétaire d'État à l'artillerie, le général Léon Mouret. Frustré par l'absence de projets concrets, il quitta les bureaux du ministère pour solliciter personnellement l'industriel Louis Renault. Celui-ci venait tout juste de prouver son savoir-faire avec le petit mais redoutablement efficace Renault FT, un blindé léger rapide, maniable, doté d'une tourelle totalement rotative. Mouret lui demandait désormais l'inverse absolu. Non plus un char agile, mais un colosse destiné à renverser les lignes adverses comme un bélier de métal. Renault confia alors l'étude à l'un de ses ingénieurs, Rodolphe Ernst Metzmayer. En coopération avec les forges et chantiers de la Méditerranée, près de Toulon, il commença à imaginer un blindé d'un gabarit encore jamais tenté en France. Les premières esquisses étaient déjà démesurées, mais les discussions internes poussèrent les limites toujours plus loin. Certains officiers défendaient le concept d'une puissance brute, d'autres juraient que seule la mobilité comptait. Et au milieu de ces débats animés se tenait le général Jean-Baptiste Estienne, père spirituel des blindés français, qui voyait dans ce projet une opportunité unique mais risquée. Durant cette période, la tension montait entre Mouret et Estienne. L'un voulait un véhicule massif, lent, véritable citadelle roulante. L'autre plaidait pour un compromis inspiré du Schneider CA1 et des premiers engins légers. Mais une idée finit par rallier les deux camps. Si la France voulait dépasser l'exemple britannique, elle devait oser un concept inédit, capable de franchir les tranchées les plus larges et d'avancer là où aucun char existant ne pouvait survivre. C'est ainsi que naquit la décision de créer 3 catégories de blindés lourds. Un modèle léger, un moyen et un véritable géant dépassant 60 tonnes. Ce dernier, qui deviendrait plus tard le char 2C, devait symboliser la capacité française à rivaliser avec n'importe quelle puissance industrielle. L'idée fit son chemin jusque dans les bureaux du ministère de l'Armement, dirigé par Albert Thomas, qui valida l'approche et encouragea la réalisation d'un premier prototype. Mais la guerre, capricieuse et implacable, rattrapa ses ambitions. L'offensive du printemps échoua, les priorités changèrent, et presque tous les projets furent suspendus. Pourtant, même dans l'ombre, les travaux ne cessèrent totalement jamais. Certains ingénieurs continuaient à affiner des plans, à ajuster des maquettes, à rêver d'un engin capable de se dresser au-dessus de la désolation des champs de bataille. Lorsque, enfin, les premiers essais du prototype FCM-1A se déroulèrent, les observateurs furent stupéfaits. L'engin, à peine sorti des ateliers, grimpait des pentes abruptes, franchissait des tranchées qu'aucun autre véhicule n'osait aborder et ressortait des cratères comme s'il se jouait du terrain. Sa masse dépassait 40 tonnes, mais sa silhouette annonçait déjà quelque chose de plus ambitieux encore. Car derrière ce premier succès se préparait une idée plus audacieuse, un blindé encore plus long, encore plus haut, encore plus résistant. Un véhicule qui porterait un nom simple, presque impersonnel, mais dont la présence ferait trembler toute ligne ennemie. Le char 2C. Lorsque les responsables du programme examinèrent les capacités du premier prototype,
Ils comprirent qu'ils avaient entre les mains une base prometteuse, mais encore trop limitée pour répondre aux attentes colossales qui avaient émergé dans les rangs du commandement. Les tranchées de la Grande Guerre avaient démontré que la largeur des fossés ennemis augmentait au fil des mois, et qu'un blindé destiné à ouvrir la voie devait franchir non pas des mètres isolés, mais de véritables ravins artificiels. Il fallait donc un engin plus long, plus massif, et doté d'un armement capable de briser les positions fortifiées d'un seul tir bien ajusté. Les ingénieurs de la FCM, stimulés par les nouvelles instructions, se lancèrent dans une reconfiguration totale du concept initial. Ils imaginèrent un châssis étiré, comme un navire terrestre, une suspension extrêmement allongée, répartissant le poids sur plusieurs bogies, et un système de chenilles enveloppant presque entièrement le flanc du véhicule. On ne parlait plus d'un blindé lourd, mais d'un véritable colosse d'acier. Les premières esquisses prévoyaient une longueur dépassant largement les 10 mètres, une hauteur équivalente à un étage complet de bâtiment et une masse qui ferait envier n'importe quel char contemporain. Cette ambition titanesque imposait un défi. Comment déplacer un tel engin sans qu'il ne s'enlise dans le sol détrempé du front occidental? Les concepteurs décidèrent alors d'utiliser une suspension reposant sur plusieurs dizaines de galets répartis en 6 bogies massifs. Chaque bogie supportait 2 rouleaux superposés, formant un ensemble qui ressemblait davantage à l'architecture d'un véhicule ferroviaire qu'à un blindé traditionnel. Cette configuration conférait au projet une stabilité inattendue. Plus le char 2C s'allongeait, plus il épousait le terrain au lieu de le combattre. L'autre grand défi était la protection. Les responsables de l'armement exigeaient un blindage frontal capable de résister aux projectiles perforants les plus courants. Cela signifiait une épaisseur dépassant largement la vingtaine de millimètres habituelle, offrant une résistance presque inédite pour l'époque. Ainsi, la plaque frontale fut portée à une quarantaine de millimètres. Sur les flancs, on conserva des valeurs moindres pour préserver un minimum de mobilité, mais l'ensemble formait tout de même une cuirasse impressionnante face aux armes légères. L'armement principal devait, lui aussi, refléter une nouvelle logique. Plutôt que d'utiliser un canon court doté d'une portée limitée, les ingénieurs adoptèrent un modèle dérivé de l'artillerie de campagne, un 75 mm raccourci, mais conservant une puissance notable. Ce canon pouvait tirer un large éventail de munitions, du perforant au haut explosif. Avec une cadence soutenue d'une quinzaine de coups par minute en conditions optimales, il promettait de transformer chaque avancée du char 2C en véritable opération de démolition. Le projet prit alors une ampleur totalement inattendue. Les ateliers de la FCM et ceux de Renault furent mobilisés presque sans interruption. Les équipes travaillaient jour et nuit, assemblant des éléments gigantesques dans des hangars à peine assez grands pour accueillir les pièces du futur blindé. À mesure que la structure prenait forme, l'impression d'assister à la naissance d'un monstre se renforçait. La coque, une fois posée sur ses chenilles, donnait l'illusion d'un wagon blindé prêt à se lancer dans des tranchées comme un navire fend les vagues. Lorsque les chefs militaires découvrirent la maquette grandeur réelle, ils restèrent silencieux. Devant eux se dressait un engin dont la silhouette défiait toute logique. La longueur, dépassant les 10 mètres, semblait presque anormale. La hauteur imposante donnait à l'ensemble un air de tour mobile. La largeur, proche des 3 mètres, garantissait une stabilité inégalée. Les officiers n'avaient jamais vu une machine de guerre dotée d'un tel volume interne. Les couloirs, les postes de tir, les espaces dédiés aux mécaniciens, tout paraissait démesuré. Mais une question se posa rapidement. Comment équiper un tel blindé en personnel? Il fallait une équipe complète, un véritable microcosme militaire. Les premières simulations indiquaient qu'il faudrait au moins une douzaine d'hommes pour exploiter correctement le véhicule. Un conducteur, un commandant, un tireur, un chargeur, un mécanicien, un électricien, plusieurs mitrailleurs et quelques assistants pour gérer les systèmes internes. En clair, l'intérieur du char 2C s'apparentait davantage à un poste fortifié roulant qu'à un char classique. Les ingénieurs installèrent donc des postes de tir secondaires tout autour du blindé. À l'avant, une mitrailleuse lourde défendait l'axe principal. À l'arrière, une autre position couvrait les approches. Sur les côtés, 2 points de tir supplémentaires garantissaient un champ de défense presque circulaire. L'objectif était simple,
faire du char 2C une forteresse capable de répondre simultanément à plusieurs menaces. Après plusieurs mois d'ajustements, de modifications structurelles et d'innombrables essais partiels, l'assemblage définitif approcha. La France se tenait sur le point de dévoiler le plus long et le plus gigantesque blindé jamais conçu. Les premiers tests dynamiques étaient enfin prêts à débuter, et les équipes techniques attendaient ce moment comme une épreuve décisive. Le monstre allait-il réellement se mouvoir? Parviendrait-il à traverser des terrains accidentés sans s'éventrer sous son propre poids? La réponse était sur le point d'être révélée. Lorsque le char 2C fut enfin prêt pour ses premières épreuves, une atmosphère de tension mêlée de fascination envahit le terrain d'essai. Les techniciens se tenaient à distance, comme si la moindre vibration pouvait provoquer une réaction imprévisible de ce géant d'acier. Sous la lumière du matin, la masse du blindé projetait une ombre si longue qu'elle semblait prolonger artificiellement son immense silhouette. On aurait dit que le sol lui-même hésitait à soutenir un tel poids. Les moteurs entraient maintenant en scène. Les ingénieurs avaient choisi 2 puissants blocs diesel, dérivés de moteurs destinés initialement aux dirigeables allemands. Leur mise en route fut précédée d'une série de vérifications méticuleuses. Les hommes contrôlaient les valves, les circuits électriques, les conduites de carburant, puis donnaient leur feu vert par des signaux courts. Quand le premier moteur se réveilla, un grondement sourd résonna à travers la plaine. Quelques secondes plus tard, le second emboîta le pas, créant une vibration profonde qui parcourut toute la structure. La chenille gauche glissa légèrement, puis retrouva sa ligne. La chenille droite suivit avec un léger délai. Le char 2C avançait véritablement. Sa progression, d'abord hésitante, devint plus assurée avec chaque mètre gagné. La machine semblait surgir d'un autre monde, avançant avec une lenteur volontaire, mais dotée d'une constance impressionnante. Malgré ses dimensions monumentales, elle ne s'enfonçait pas dans le sol. La répartition intelligente des galets et des bogies absorbait le poids avec une efficacité surprenante. L'essai franchit une étape cruciale lorsqu'on dirigea le colosse vers un fossé élargi pour l'occasion. Les techniciens voulaient vérifier la capacité du blindé à dépasser des obstacles que même les modèles britanniques peinaient à affronter. Le char 2C s'en approcha sans hésitation. Ses chenilles grimpèrent sur le rebord et la coque bascula doucement vers l'avant. Pendant un court instant, l'engin sembla suspendu, comme s'il hésitait entre tomber ou continuer sa marche. Puis, dans un bruit métallique, il franchit le fossé d'un seul mouvement continu. Les observateurs échangèrent des regards stupéfaits. Ils venaient d'assister à la démonstration d'une capacité que l'armée réclamait depuis des années. Ce blindé pouvait, à lui seul, traverser des tranchées qui arrêteraient net n'importe quel autre engin. Le général chargé de superviser l'épreuve prit immédiatement des notes, convaincu que cette seule performance justifiait la poursuite du projet. Mais l'essai ne s'arrêtait pas là. On dirigea progressivement le blindé vers une zone de cratères artificiels. Le char 2C descendit dans la première cavité comme un navire glissant dans une vague creuse, puis remonta avec une aisance inattendue. Le second trou fut plus profond et rempli de boue. Les chenilles s'enfoncèrent légèrement, faisant craindre un enlisement. Pourtant, grâce à l'énorme couple de ses moteurs, la bête s'extirpa lentement mais sûrement. À chaque sortie de cratère, la foule de techniciens retenait son souffle. L'essai suivant consistait à vérifier la stabilité de la tourelle. Le canon de 75 mm, légèrement raccourci mais redoutablement efficace, devait pivoter sans déranger l'équilibre du véhicule. Le tireur, installé dans la tourelle à 3 hommes, fit tourner le mécanisme sur une amplitude partielle. Aucun signe d'affaissement, aucune vibration dangereuse ne se manifesta. Le blindé demeurait parfaitement stable, comme une plateforme fortifiée posée sur des rails invisibles. Emportés par l'enthousiasme, les officiers demandèrent un essai de tir. Les artilleurs préparèrent une munition haute explosive, vérifièrent le système d'amorçage, puis envoyèrent un signal au canon. Une détonation puissante retentit, répercutée par les collines environnantes. Le souffle secoua légèrement la coque, mais sans compromettre la position du blindé. La fumée se dissipa en quelques secondes,
révélant un impact net à plusieurs centaines de mètres. L'essai était un succès. Après ces démonstrations, l'équipe technique procéda à un déplacement prolongé pour évaluer la consommation, la température interne et l'endurance mécanique. Le char 2C avança durant plusieurs minutes dans différentes directions, testant des virages légers puis plus serrés. Malgré la longueur exceptionnelle du châssis, la machine parvenait à tourner grâce à une répartition ingénieuse des efforts sur les chenilles. Lorsque les moteurs furent finalement coupés, un silence lourd s'installa. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à la naissance d'un blindé unique au monde. Le char 2C n'était pas seulement grand, il imposait un genre nouveau, une catégorie à lui seul, une vision extrême de ce que pouvait devenir un char lourd conçu sans contraintes traditionnelles. Mais personne ne pouvait encore deviner que l'avenir de ce géant serait profondément marqué par des revirements politiques, des réorganisations industrielles et une nouvelle guerre approchant à grands pas. Les essais venaient de se conclure, mais une autre phase, tout aussi déterminante, s'annonçait déjà, celle de son intégration réelle au sein de l'armée française. Lorsque les essais conclusifs du char 2C furent présentés aux autorités militaires, une phase nouvelle débuta, marquée par un enthousiasme prudent. Le blindé avait prouvé sa capacité à franchir des obstacles gigantesques, mais il restait à définir son rôle exact au sein d'une armée en pleine réorientation. Les généraux savaient que les conflits évoluaient et qu'un engin aussi colossal exigeait une doctrine claire, faute de quoi il risquait de devenir un symbole sans véritable fonction sur le terrain. Dans les mois qui suivirent, l'engin fut transporté dans différents centres d'études afin d'évaluer sa compatibilité avec les opérations stratégiques envisagées après l'armistice. Les ingénieurs perfectionnèrent plusieurs systèmes internes, ajoutant de nouveaux équipements électriques, améliorant les postes de tir et renforçant les fixations internes afin de rendre le véhicule plus résistant aux vibrations prolongées. On perfectionna également la circulation intérieure, permettant aux membres d'équipage de se déplacer d'un compartiment à l'autre sans se heurter aux parois imposantes du blindé. Une autre particularité du char 2C attira beaucoup d'attention. Son ampleur offrait une surface inhabituelle pour intégrer des améliorations progressives. Les techniciens installèrent donc de nouveaux dispositifs de communication, testèrent des systèmes optiques et tentèrent même de moderniser certains éléments du moteur. Cette capacité d'adaptation encouragea l'armée à poursuivre la production de plusieurs unités supplémentaires, jusqu'à constituer une flotte de 10 blindés, chacun baptisé du nom d'une région française, renforçant ainsi leur statut de machine presque emblématique. Avec le passage des années, les chars 2C participèrent à de longues manœuvres dans l'est du pays, roulant lentement mais sûrement sur des terrains accidentés pour vérifier leur endurance. Leur silhouette immense impressionnait les civils, qui n'avaient jamais vu de blindés d'une telle hauteur. Les équipages développaient un attachement particulier à ces monstres d'acier, apprenant à maîtriser chaque mécanisme, chaque vibration du moteur, chaque son inhabituel provenant des flancs ou du train de roulement. Cependant, la situation politique européenne se détériorait progressivement. Les rumeurs d'une nouvelle confrontation majeure circulaient dans les quartiers militaires. Les généraux observaient avec inquiétude l'évolution des technologies blindées étrangères. Là où le char 2C représentait autrefois la promesse d'une percée sur les champs de bataille, son concept paraissait désormais en décalage avec l'essor des chars rapides et maniables, destinés à des offensives éclairs. Sa masse dépassant largement la 60aine de tonnes devenait une contrainte évidente. Pourtant, malgré les inquiétudes tactiques, l'armée conserva le char 2C comme élément moral et propagandiste. Sa présence lors des défilés militaires attirait les foules, et la presse évoquait régulièrement son statut de colosse national. Aucun autre blindé opérationnel au monde n'égalisait sa longueur dépassant les 10 mètres, ni sa stature imposante. Le simple fait de le voir avancer créait une impression de puissance brute qui semblait capable de compenser ses limites. Lorsqu'éclata le second conflit mondial, les chars 2C furent aussitôt mobilisés. Plusieurs officiers proposèrent de les employer comme fortins mobiles pour ralentir l'avancée ennemie, mais cette idée fut rapidement rejetée.
Un déploiement direct les exposerait à des armes anti-chars de nouvelle génération. Leur blindage, impressionnant pour l'époque où ils furent conçus, paraissait désormais insuffisant face à des projectiles perforants beaucoup plus puissants. Le haut commandement décida donc de les maintenir en réserve, prêts à être déployés uniquement dans une situation extrême. Les événements se précipitèrent pourtant bien plus vite que prévu. Alors que les forces adverses s'enfonçaient profondément sur le territoire français, les chars 2C reçurent l'ordre de se replier vers l'arrière pour éviter toute capture. On organisa un convoi ferroviaire spécifique, chargé d'acheminer ces mastodontes vers des zones plus sûres. Les wagons furent renforcés pour supporter la charge colossale des blindés, et des équipes spécialisées supervisèrent chaque phase du transport. Le départ eut lieu au petit matin. Les opérations étaient minutées: lever les rampes, immobiliser les blindés, vérifier la tension des câbles. Malgré leur poids impressionnant, les chars 2C furent installés un à un sur leurs wagons, formant une file d'acier d'une longueur saisissante. Pour les soldats présents, ce convoi ressemblait à un serpent mécanique traversant la campagne, une vision presque irréelle où la grandeur du passé tentait de fuir un présent menaçant. Cependant, à mesure que le train progressait, les nouvelles en provenance du front devenaient de plus en plus alarmantes. Les routes étaient coupées, les ponts isolés, et l'aviation ennemie repérait systématiquement les mouvements importants. Le convoi, malgré ses précautions, se retrouvait dans une situation de plus en plus périlleuse. Les hommes à bord savaient que si le train était pris pour cible, il n'y aurait aucune possibilité de décharger les blindés à temps. Une unique décision restait possible: poursuivre, coûte que coûte, tant que la voie demeurait intacte. Mais la trajectoire du convoi allait bientôt changer brutalement lorsqu'il arriva dans une zone où la voie ferrée semblait moins sûre que jamais. Un obstacle soudain força les commandants à improviser, et leur marge de manœuvre se réduisit dangereusement. À cet instant précis, les chars 2C cessèrent d'être seulement un héritage d'une guerre passée. Ils devenaient des fardeaux autant que des reliques, pris au piège d'une retraite chaotique dont nul ne connaissait encore l'issue. Lorsque le convoi pénétra dans la zone boisée, les officiers comprirent que la progression ne pourrait plus rester linéaire. Les éclaireurs signalèrent des tirs d'artillerie isolés sur des points voisins, preuve que l'ennemi surveillait attentivement chaque axe de repli. Le train ralentit, puis dut s'arrêter complètement afin d'évaluer un segment de voie dont la stabilité semblait douteuse. À travers les feuilles éclaircies par le vent, on devinait la fumée de combats lointains, signe que le front se rapprochait à une vitesse inquiétante. Le commandant du convoi ordonna immédiatement une inspection de toute la ligne. Les sapeurs descendirent des wagons, progressant entre les rails avec prudence. Une partie du tracé avait été affaiblie par un bombardement récent. Les travers se fendaient sous la pression, et une déformation subtile menaçait d'écarter les rails lors du passage des charges les plus lourdes. Les chars 2C, avec leurs dizaines de tonnes, risquaient de provoquer un effondrement immédiat si l'on tentait un passage en force. Pendant que les techniciens tentaient de consolider la zone, les équipages se tenaient près de leurs blindés, conscients que les minutes s'égrenaient trop vite. Les géants d'acier, immobiles sur les wagons, semblaient observer la situation avec une gravité muette. Chaque nom peint sur leur flanc rappelait une région de France, un morceau d'histoire auquel il fallait renoncer si la capture devenait inévitable. Les hommes savaient que le moindre retard transformerait ce convoi en cible idéale. Les nouvelles venues du sud aggravèrent encore l'urgence. Des unités motorisées ennemies avaient été repérées à moins d'une vingtaine de kilomètres, avançant avec une rapidité alarmante. L'aviation, elle aussi, intensifiait ses passages. Les arbres n'offraient qu'une couverture relative, bien insuffisante contre une reconnaissance méthodique. Le commandant réunit alors les chefs d'équipage pour annoncer une décision lourde: préparer chaque blindé à une destruction immédiate si l'ennemi approchait trop près. La mise en place des charges débuta aussitôt. Les équipes se dispersèrent le long du convoi, installant les dispositifs sur les zones vitales: moteurs, transmission, tourelles. Le travail devait être précis, méthodique, sans panique. Pourtant, une difficulté inattendue survint lorsqu'un sergent annonça que l'un des blindés réagissait mal à la pose des charges.
Les fixations internes, modifiées lors d'une réparation ancienne, ne permettaient plus de placer les explosifs à l'endroit prévu. Sans une détonation parfaitement située, le blindé pourrait être récupéré quasi intact. Cette perspective glaça l'air plus sûrement qu'un tir d'artillerie. L'idée qu'un char 2C, symbole national et prouesse industrielle, puisse tomber entre des mains adverses suscitait chez les hommes une tension palpable. Il fallait agir avant que l'ennemi ne referme l'étau. Le commandant décida alors une opération audacieuse: remettre en route le colosse défaillant, le descendre du wagon et le déplacer assez loin pour pouvoir placer les charges à même la coque sans contrainte structurelle. 2 volontaires se présentèrent immédiatement. Ils grimpèrent à l'intérieur du blindé, fermèrent les trappes et commencèrent les procédures de démarrage. Quelques secondes plus tard, un grondement profond monta du cœur de la machine. La caisse entière vibra comme si elle sortait d'un long sommeil. Lentement, le char 2C glissa sur les rampes, s'enfonçant légèrement dans la terre meuble en atteignant le sol. Il avança de quelques mètres, ses chenilles soulevant des nuages de poussière qui flottaient entre les troncs. Lorsque le blindé atteignit un espace dégagé, les volontaires stoppèrent les moteurs et sortirent rapidement. Les équipes de démolition se précipitèrent pour fixer les charges directement contre le compartiment arrière, visant les organes essentiels. Les gestes étaient rapides mais maîtrisés, comme si les hommes avaient répété cette scène des dizaines de fois, alors qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé devoir s'aborder une machine qu'ils servaient depuis tant d'années. Au moment même où la dernière charge fut positionnée, un bruit mécanique résonna depuis la lisière de la forêt. Un moteur étranger, plus léger, plus nerveux. Puis un second. Les éclaireurs confirmèrent l'approche imminente de véhicules ennemis. Le commandant ordonna la mise à feu. Les hommes se replièrent derrière les wagons encore intacts, cherchant une couverture relative parmi les buissons et les caisses abandonnées. Quelques secondes plus tard, une explosion sourde agita les arbres. La détonation projeta un épais nuage de fumée qui monta jusqu'aux branches les plus hautes. Lorsque le vent dispersa le brouillard, on aperçut ce qu'il restait du blindé. Une masse déformée, couchée sur un flanc, ses flancs arrachés, son cœur mécanique réduit au silence. Le géant ne pouvait plus fonctionner, ni rouler, ni être restauré. Le reste du convoi tenta une dernière avancée vers le nord, mais la progression demeurait difficile. Plusieurs wagons durent être abandonnés en route, leurs équipages se dispersant dans les bois pour éviter la capture. Finalement, un seul char 2C échappa à la destruction complète, celui dont la charge avait été mal fixée au départ. D'apparence presque intacte, il fut découvert quelques heures plus tard par les troupes ennemies et envoyé en tant que trophée dans une capitale étrangère. Il y fut photographié, observé, étudié, puis disparut définitivement des archives quelques années plus tard, sans aucune trace de son sort final. Ainsi se termina la longue course de ces géants français, dont la silhouette d'une longueur exceptionnelle avait traversé 2 décennies d'espoir et de contradictions. Leur histoire s'acheva dans le fracas des chemins de fer, au cœur d'une retraite chaotique où même les machines les plus majestueuses ne purent échapper au destin.